C'est le grand jour pour Donald Trump qui va prononcer tout à l'heure son discours. Pour l'instant, on a le sentiment, enfin, vu de loin, vu d'ici, derrière nos écrans, que Ted Cruz est en train de lui voler la vedette. En tout cas, on parle beaucoup de Ted Cruz. Disons, pour le moment, on peut dire que cette convention, elle a volé un peu dans tous les sens. D'abord, il y avait la controverse sur le discours de l'épouse de Trump qui a plagiarisé totalement Michelle Obama. Et puis hier, oui, en effet, c'était Ted Cruz qui a passé 1 heure sur le podium et qui a réussi en 1 heure du discours à ne pas prendre position pour Donald Trump, à ne pas dire qu'il se ralliait à Donald Trump. Et ce qui est amusant, c'est que Cruz est rentré dans la salle sous les ovations. Il est sorti de la salle de conférence, de cette immense arène où il y a de la place pour 200 000 personnes, et il en est sorti sous les huées de la foule. Donc ça veut dire quand même que je pense que maintenant la base républicaine s'est vraiment rapprochée de Donald Trump. Mais il faut dire aussi sans passion, c'est très impressionnant de voir ces images de cette immense salle à partir de 10h, 10h30 du soir qui se vide aux 2 tiers, et on voit la comparaison avec les précédentes conventions où à la même heure vous aviez vraiment des salles totalement pleines. Donc c'est, je dirais, un peu une certaine indifférence, et c'est à Donald Trump aujourd'hui vraiment une chance pour lui, peut-être la dernière durant cette convention, de réveiller un peu les républicains et de susciter un enthousiasme qui n'a pas l'air d'être là. Bon, avec le grand discours de clôture qui est attendu dans quelques heures maintenant, pour revenir plus directement au marché, Grégory. Alors il y a des résultats d'entreprise, il y a eu quelques statistiques aussi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice d'activité de la région de Philadelphie aussi qui a été publié, et d'autres chiffres encore qui vont sortir tout à l'heure. Qu'est-ce que ces chiffres nous disent? Les derniers, les statistiques récentes étaient plutôt bonnes. Est-ce que ces chiffres vont toujours dans le bon sens? Oui, je dirais surtout le chiffre le plus important, c'était ce chiffre hebdomadaire des inscriptions au chômage qui continue à être extrêmement bas, de plus en plus bas en fait. Donc je crois que c'est un bon signe pour l'économie, et on bénéficie là vraiment d'une reprise des activités, je dirais à partir peut-être du début du mois de juin, et à entendre aussi les compagnies qui sont toutes en train de parler en publiant leurs résultats. C'est aussi net en fait que le dernier trimestre, le 2e trimestre, était plus bon que prévu, mais c'est aussi très très net qu'ils sentent vraiment un vent favorable, parce que dans les guidances, les projections qu'ils font sur l'avenir, ils ont pour la plupart des discours très positifs. Allons-y justement à propos de guidance, de prévisions et d'objectifs. General Motors a relevé ses prévisions annuelles, ses objectifs annuels. Le titre est très recherché là. Oui, c'est très impressionnant pour une raison, c'est-à-dire qu'on sait que les ventes de voitures aux États-Unis commencent à plafonner. On a eu des records chaque mois et chaque année maintenant depuis 4-5 ans. Ces ventes ne vont pas continuer à augmenter de façon importante. Par contre, General Motors, ils arrivent à augmenter leur marge d'une façon vraiment très très importante, et c'est maintenant une compagnie qui gagne beaucoup d'argent. Et le signe, c'est que par exemple, General Motors qui perdait de l'argent sur ses activités en Europe depuis 2011, là ils ont un trimestre maintenant qui est positif avec plus de 100 millions de gains. La situation s'est aussi bien stabilisée en Chine. Il y avait des inquiétudes sur les ventes en Chine qui ont été totalement effacées. Et vraiment aussi, ce qu'il faut dire, c'est que GM dépend énormément des ventes de ce qu'on appelle les trucks, les 4x4, ces grosses voitures dont les Américains sont friands, et sur lesquelles ils ont évidemment des marges très importantes. Donc tout va bien pour le moment pour General Motors, mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que le secteur automobile aux États-Unis, depuis maintenant des mois et plus d'1 année, est très mal aimé des investisseurs. Ouais. Et aujourd'hui, disons, le niveau de l'action qui remonte un peu de 2, 3 ou 4%, la ramène même pas où on était il y a 2 ans. Essayons de voir si, disons, il va y avoir un retour des institutionnels sur le secteur, qui en a bien besoin, en tout cas en bourse. Bon, effectivement, General Motors, là, recherché aujourd'hui, plus 3% pour le titre. Et puis, autre titre particulièrement recherché, c'est eBay, qui publiait hier soir après bourse ses résultats. Le titre prend quasiment 10%. Oui, on avait peut-être un peu trop rapidement enterré eBay. Vous vous souvenez que
pendant très très longtemps pour un investisseur, la seule raison d'acheter eBay, c'était que eBay possédait PayPal. Ils ont fait ce spin-off de PayPal, donc la plateforme de paiement, et pendant une bonne année, les gens ne voulaient vraiment plus regarder ce titre eBay en disant qu'il était en perte de vitesse. Aujourd'hui, ils ont prouvé absolument le contraire, et surtout, contrairement à un marché qui est très très cher, eBay avait atteint des niveaux de valorisation intéressants. Ça explique, je pense, cette hausse assez brutale de 10%. Et puis aussi, eBay était tellement critiqué que vous aviez sûrement beaucoup de ventes à découvert. Et là, les opérateurs de marché sont en train de couvrir des positions perdantes. Bon, et puis on suit les grandes valeurs techno. Alors je dis avec la consommation via les cartes de crédit, les cartes bancaires, c'est American Express. Oui, alors d'abord, American Express a beaucoup bénéficié d'une chose qui était très négative pour eux en fait, parce que vous vous souvenez que ils s'étaient fâchés et séparés de Costco. Costco, la grande chaîne de discounters, offrait comme seule plateforme de paiement la carte American Express. Costco a décidé d'aller avec Visa, sauf que en fait, bon, ils ont dû dédommager American Express, qui leur a vendu les impayés pour 1,2 milliard de dollars. Donc il y a eu là une bonne affaire pour American Express à court terme. Je pense que là, c'est pas les investisseurs qui vraiment s'inquiètent sur les résultats, c'est plus les investisseurs qui se disent que des compagnies telles que Visa, Mastercard et d'autres, même Synchrony ou Discovery dans les cartes de crédit, ont beaucoup plus le vent en poupe. Et puis surtout, il faut rappeler que American Express est une compagnie qui est très exposée au voyage, au secteur des voyages, et que actuellement tout ce qui touche de près ou de loin les voyages, malheureusement subit les contre-coups des attentats récents, que ce soit à Nice ou ailleurs. On voit d'ailleurs, ça nous permet de parler des compagnies aériennes. Alors, il y a le profit warning de Lufthansa chez nous en Europe, qui est sanctionné évidemment par les investisseurs. Le titre perd 6%. Il y a l'impact effectivement des actions terroristes un peu partout dans le monde et en Europe et en France là particulièrement en ce moment, Grégory. Et puis il y a, alors ça c'est des techniques de couverture utilisées par les compagnies aériennes pour essayer de réduire l'impact de la volatilité des prix du pétrole. Parfois on se prend les doigts dans la porte avec ces hedges, comme on dit, ces couvertures. Ouais. Malheureusement, c'est plus que parfois, c'est très très souvent. Ça me fait toujours dire que les compagnies aériennes sont les compagnies les plus stupides au monde, parce que, en fait, si vous regardez ce qui s'est passé avec Southwest, ils ont hedgé, donc ils ont assuré l'achat futur de carburant à 1,84 $ le gallon. Alors, ça vous dit peut-être rien, 1,84 $ le gallon, mais si je vous dis qu'actuellement le gallon pour une compagnie aérienne se paye à 1,33 $, ça veut dire qu'en gros, ils se sont assurés de payer 40% plus cher pour remplir les réservoirs de leurs avions. Il faut savoir que c'est pour une compagnie aérienne le coût qui représente pratiquement 50% de leurs dépenses, c'est ce coût-là. Donc, c'est pas très très malin de la part de Southwest, et beaucoup d'autres compagnies aussi, malheureusement, aussi bien historiquement qu'encore actuellement, sont face à ce dilemme. C'est très difficile en fait, parce que elles n'ont pas plus de visibilité que nous par rapport au cours du pétrole dans une année ou dans 6 mois. Donc elles essayent d'éviter peut-être des risques, et des fois ça marche, mais très souvent ça marche pas. Bon, et là pour Southwest en l'occurrence, ça a été une erreur. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, avec nous en duplex depuis New York. Les marchés américains relativement stables, pas de gros mouvements à signaler. On est légèrement en retrait sur le Dow Jones. Grégory Volokin, vous êtes avec nous, président de Mescart Financial Services. On parle beaucoup de Ted Cruz. Disons, pour le moment, on peut dire que cette convention, elle a volé un peu dans tous les sens. D'abord, il y avait la controverse sur le discours de l'épouse de Trump, qui a plagiarisé totalement Michelle Obama. Et puis hier, oui, en effet, c'était Ted Cruz qui a passé 1 heure sur le podium et qui a réussi en 1 heure de discours à ne pas prendre position pour Donald Trump, à ne pas dire qu'il se ralliait à Donald Trump. Et ce qui est amusant, c'est que Cruz est rentré dans la salle sous les ovations. Il est sorti de la salle de conférence, de cette immense arène où il y a de la place pour 200 000 personnes, et il en est sorti sous les huées
de la foule. Donc ça veut dire quand même que je pense que maintenant la base républicaine s'est vraiment rapprochée de Donald Trump. Mais il faut dire aussi, sans passion, c'est très impressionnant de voir ces images de cette immense salle à partir de 10h, 10h30 du soir qui se vide aux 2/3, et on voit la comparaison avec les précédentes conventions où à la même heure vous aviez vraiment des salles totalement pleines. Donc c'est, je dirais, un peu une certaine indifférence, et c'est à Donald Trump aujourd'hui vraiment une chance pour lui, peut-être la dernière durant cette convention, de réveiller un peu les républicains et de susciter un enthousiasme qui n'a pas l'air d'être là. Bon, avec le grand discours de clôture qui est attendu dans quelques heures maintenant, pour revenir plus directement au marché, Grégory. Alors il y a des résultats d'entreprise, il y a eu quelques statistiques aussi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice d'activité de la région de Philadelphie aussi qui a été publié, et d'autres chiffres encore qui vont sortir tout à l'heure. Qu'est-ce que ces chiffres nous disent? Les derniers, les statistiques récentes étaient plutôt bonnes. Est-ce que ces chiffres vont toujours dans le bon sens? Oui, je dirais surtout le chiffre le plus important, c'était ce chiffre hebdomadaire des inscriptions au chômage qui continue à être extrêmement bas. De plus en plus bas en fait, donc je crois que c'est un bon signe pour l'économie, et on bénéficie là vraiment d'une reprise des activités, je dirais à partir peut-être du début du mois de juin, et à entendre aussi les compagnies qui sont toutes en train de parler en publiant leurs résultats. C'est aussi net en fait que le dernier trimestre, le deuxième trimestre, était plus bon que prévu, mais c'est aussi très très net qu'ils sentent vraiment un vent favorable, parce que dans les guidances, les projections qu'ils font sur l'avenir, ils ont pour la plupart des discours très positifs. Allons-y justement à propos de guidance, de prévisions et d'objectifs. General Motors a relevé ses prévisions annuelles, ses objectifs annuels. Le titre est très recherché là. Oui, c'est très impressionnant pour une raison, c'est-à-dire qu'on sait que les ventes de voitures aux États-Unis commencent à plafonner. On a eu des records chaque mois et chaque année maintenant depuis 4-5 ans. Ces ventes ne vont pas continuer à augmenter de façon importante. Par contre, General Motors, ils arrivent à augmenter leur marge d'une façon vraiment très très importante, et c'est maintenant une compagnie qui gagne beaucoup d'argent. Et le signe, c'est que par exemple, General Motors, qui perdait de l'argent sur ses activités en Europe depuis 2011, là ils ont un trimestre maintenant qui est positif avec plus de 100 millions de gains. La situation s'est aussi bien stabilisée en Chine. Il y avait des inquiétudes sur les ventes en Chine qui ont été totalement effacées. Et vraiment aussi, ce qu'il faut dire, c'est que GM dépend énormément des ventes de ce qu'on appelle les trucks, les 4x4, ces grosses voitures dont les Américains sont friands, et sur lesquelles ils ont évidemment des marges très importantes. Donc tout va bien pour le moment pour General Motors, mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que le secteur automobile aux États-Unis, depuis maintenant des mois et plus d'une année, est très mal aimé des investisseurs. Ouais. Et aujourd'hui, disons, le niveau de l'action qui remonte un peu de 2, 3 ou 4%, la ramène même pas où on était il y a 2 ans. Essayons de voir si, disons, il va y avoir un retour des institutionnels sur le secteur, qui en a bien besoin, en tout cas en bourse. Bon, effectivement, General Motors, là, recherché aujourd'hui, plus 3% pour le titre. Et puis, autre titre particulièrement recherché, c'est eBay, qui publiait hier soir après bourse ses résultats. Le titre prend quasiment 10%. Oui, on avait peut-être un peu trop rapidement enterré eBay. Vous vous souvenez que pendant très très longtemps, pour un investisseur, la seule raison d'acheter eBay, c'était que eBay possédait PayPal. Ils ont fait ce spin-off de PayPal, donc la plateforme de paiement, et pendant une bonne année, les gens ne voulaient vraiment plus regarder ce titre eBay en disant qu'ils étaient en perte de vitesse. Aujourd'hui, ils ont prouvé absolument le contraire, et surtout, contrairement à un marché qui est très très cher, eBay avait atteint des niveaux de valorisation intéressants. Ça explique, je pense, cette hausse assez brutale de 10%. Et puis aussi, eBay était tellement critiqué que vous aviez sûrement beaucoup de ventes à découvert. Et là, les opérateurs de marché sont en train de couvrir des positions perdantes. Bon, et puis on suit les grandes valeurs techno. Alors je le disais, avant-hier il y avait Microsoft, on a eu IBM également en début de semaine. Là c'est Intel qui publiait hier soir. Ça se passe moyennement bien puisque le titre est en baisse de 4% environ à l'heure où on se parle, Grégory. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, Intel, malgré son discours, est la valeur dans la techno la moins exposée au cloud.
puisque eux, vraiment, qu'est-ce qu'ils font? C'est d'abord évidemment microprocesseurs pour les ordinateurs personnels, mais ça on sait que c'est un secteur en chute libre avec des ventes annuelles en baisse en moyenne de 10%, mais aussi ils comptent énormément sur les serveurs, donc ces grosses machines qui sont pas forcément utilisées pour le cloud. Donc on a un peu l'impression que tout en ayant des résultats qui sont quand même très très bons, Intel passe un peu à côté du secteur où la croissance est très très forte, et ça c'est les activités liées au cloud. On a eu la preuve de ça avec Microsoft, on a eu la preuve de ça chez vous avec SAP, et malheureusement pour Intel, il y a pas vraiment, disons, une façon pour eux d'isoler le cloud dans leurs activités. Donc on se pose un peu des questions sur la trajectoire et sur la croissance à court terme et à moyen terme de Intel. Bon, et puis une autre entreprise qui a publié ses résultats est toujours intéressant en lien avec la consommation via les cartes de crédit, les cartes bancaires, c'est American Express. Oui, alors d'abord, American Express a beaucoup bénéficié d'une chose qui était très négative pour eux, en fait, parce que vous vous souvenez que ils s'étaient fâchés et séparés de Costco. Costco, la grande chaîne de discounters, offrait comme seule plateforme de paiement la carte American Express. Costco a décidé d'aller avec Visa, sauf que en fait, bon, ils ont dû dédommager American Express, qui leur a vendu les impayés pour 1,2 milliard de dollars. Donc il y a eu là une bonne affaire pour American Express à court terme. Je pense que là, c'est pas les investisseurs qui vraiment s'inquiètent sur les résultats, c'est plus les investisseurs qui se disent que des compagnies telles que Visa, Mastercard et d'autres, même Synchrony ou Discovery dans les cartes de crédit, ont beaucoup plus le vent en poupe. Et puis surtout, il faut rappeler que American Express est une compagnie qui est très exposée au voyage, au secteur des voyages, et que actuellement tout ce qui touche de près ou de loin les voyages, malheureusement subit les contre-coups des attentats récents, que ce soit à Nice ou ailleurs. On voit d'ailleurs, ça nous permet de parler des compagnies aériennes. Alors, il y a le profit warning de Lufthansa chez nous en Europe, qui est sanctionné évidemment par les investisseurs. Le titre perd 6%. Il y a l'impact effectivement des actions terroristes un peu partout dans le monde, et en Europe et en France là particulièrement en ce moment, Grégory. Et puis il y a, alors ça c'est des techniques de couverture utilisées par les compagnies aériennes pour essayer de réduire l'impact de la volatilité des prix du pétrole. Parfois on se prend les doigts dans la porte avec ces hedges, comme on dit, ces couvertures. Ouais. Malheureusement, c'est plus que parfois, c'est très très souvent. Ça me fait toujours dire que les compagnies aériennes sont les compagnies les plus stupides au monde, parce que, en fait, si vous regardez ce qui s'est passé avec Southwest, ils ont hedgé, donc ils ont assuré l'achat futur de carburant à 1,84 $ le gallon. Alors, ça vous dit peut-être rien, 1,84 $ le gallon, mais si je vous dis qu'actuellement le gallon pour une compagnie aérienne se paye à 1,33 $, ça veut dire qu'en gros, ils se sont assurés de payer 40% plus cher pour remplir les réservoirs de leurs avions. Il faut savoir que c'est pour une compagnie aérienne le coût qui représente pratiquement 50% de leurs dépenses, c'est ce coût-là. Donc, c'est pas très très malin de la part de Southwest, et beaucoup d'autres compagnies aussi, malheureusement, aussi bien historiquement qu'encore actuellement, sont face à ce dilemme. C'est très difficile en fait, parce que ils n'ont pas plus de visibilité que nous par rapport au cours du pétrole dans une année ou dans 6 mois. Donc elles essayent d'éviter peut-être des risques, et des fois ça marche, mais très souvent ça marche pas. C'était Grégory Volokin avec nous cet après-midi dans Intégral Bourse, le président de Mescart Financial Services, des marchés sans grande tendance, mais voilà, qui se montrent quand même